Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons nous intéresser aux flavonoïdes et à leurs propriétés thérapeutiques. Au travers de 13 documents, 13 articles ou études qui nous donnent des liens vers de nombreux autres articles et études. Et alors, commençons en 1998 avec les effets de la quercétine et du curcumin sur les blessures rénales. Alors, nous sommes en Californie, département d'urologie, et la conclusion, c'est qu'il y a bien une réduction de la blessure et de ses séquelles inflammatoires. Donc on a déjà une première propriété qui apparaît. Et donc on a dit que c'est prometteur. Voilà. En 2002, alors, journal de biochimie nutritionnelle, Science Direct. Donc les antioxydants flavonoïdes. Et donc on nous dit que les flavonoïdes sont des phénols secondaires des plantes. Donc on va parler de métabolites aussi, et qui ont des propriétés antioxydantes et chelating, chélatrice peut-être, binding aussi en anglais je crois. Donc ça c'est la capacité à se coller aux métaux pour les évacuer. D'accord. Alors, introduction, donc, quand on mange des fruits et des végétaux, ça réduit le risque de cancer et de problèmes cardiovasculaires. D'accord. Et donc, les flavonoïdes, il y en a plus de 4000 qui ont été identifiés, nous sommes en 2002. Et dans les plantes, ces composés donnent une protection contre les radiations ultraviolettes, les pathogènes et les herbivores. C'est comme ça que les plantes se défendent. Alors dans les classes de flavonoïdes, il y a aussi anthocyanine. Alors on verra un peu plus en détail plus loin le détail des classes. On les trouve, ça fait la couleur des végétaux. Ok. Et voilà. Allons voir plus loin. Structure activity, donc ça c'est, on verra aussi un peu plus en détail, carbone, hydrogène, oxygène. Et en conclusion, on a bien une activité antioxydante, mais qui est variable selon la structure du flavonoïde. Et donc, il faudrait faire plus d'études. Très bien, 2002 toujours, phytochimie, Science Direct. Le génistein, donc molécule présentant un intérêt. Donc le génistein est un flavone, un phytoestrogène, avec des effets pharmacologiques variés. Et donc ont été identifiés de potentiels effets bénéfiques sur la santé tels que la prévention des cancers du sein et de la prostate, les problèmes cardiovasculaires et les soucis post-ménopause. Et on nous dit que cela peut être synthétisé. Très bien. Isoflavonoïdes. Ok. Voilà, allons voir, toujours en 2002, pharmacologie et therapeutics, Science Direct. Donc là, nous avons la chimie bio et la signification médicale des flavonoïdes. Donc ce sont les flavonoïdes, sont les pigments plantaires, c'est ce qui donne les couleurs magnifiques des fleurs, par exemple, et notamment la fluorescence lorsqu'il y a la lumière UV. Et d'ailleurs, on nous a parlé de protection contre les UVB. Et donc là, on voit d'autres propriétés, inhibition de certaines enzymes, simulation de certaines hormones et de neurotransmetteurs. Intéressant. Et donc aussi au niveau des radicaux libres. Et donc activité
antioxydantes précédemment citées. Alors, donc ça c'est un rappel que depuis les débuts de l'humanité, la nourriture et les herbes médicales ont été récupérées dans la nature. Alors, allons voir. Prospect of further applications. Alors, on n'a pas une conclusion complète ici, mais on va avoir l'utilisation des flavonoïdes pour la prévention et la guérison de maladies est très largement répandue. Et l'utilisation consciente de ces substances est plus répandue dans les pays émergents et en cours de développement que dans les pays industrialisés. Parce que dans ces pays industrialisés, pour autoriser la mise sur le marché d'un produit thérapeutique, la voie est longue, ardue et compliquée. Et donc en conséquence, même si on n'a pas la suite, on peut la deviner, on n'a pas beaucoup de flavonoïdes qui sont autorisés sur le marché d'un point de vue officiel à confirmer. Donc maintenant en 2010, flavonoïdes et isoflavonoïdes, Plant Physiology, et donc là on va nous parler de neurosciences. Alors on nous dit que c'est quelque chose qui est très étudié, les flavonoïdes, et qu'il y a plus de 10 000 membres différents dans cette classe. On va avoir ces structures, donc carbone, hydrogène, oxygène, à la différence des terpènes qui sont constitués uniquement de carbone et d'hydrogène. Et ici, on nous dit en conclusion qu'il est souvent difficile de comprendre que les choix nutritionnels que nous faisons ont un impact énorme sur notre santé et partie de cette nourriture que nous ingérons agit de manière médicinale. Et donc l'auteur invite à continuer à faire des recherches dans ce domaine-là. Et notamment d'aller creuser au niveau biologique quels sont les effets de ces flavonoïdes afin de bien comprendre les mécanismes d'action. Alors, molécules, 2011, les flavonoïdes et le système nerveux central. D'accord, donc là on nous dit que ça fait une protection UV, ça fait la couleur. Alors, au travers du temps, beaucoup de plantes ont été utilisées pour le traitement de problèmes mentaux contenant des alcaloïdes. Parce que les alcaloïdes sont connus pour interagir très fortement avec les récepteurs du système nerveux central. Alors pourquoi les récepteurs sont intéressants? Parce que ce sont les entrées des fameuses voies biologiques, les pathways, et donc c'est le déclenchement d'une série d'événements biologiques qui se passent à l'intérieur de votre corps. Quand par exemple vous voulez bouger le petit doigt, il y a des choses qui se passent. Ça aide du cerveau au petit doigt. Et donc, il est ajouté ici que ça inclut la prévention de dégénérescence neurologique comme Alzheimer et Parkinson. Alors, on va prendre un exemple comme la camomille ou la fleur de tilleul qui sont utilisés comme tranquillisants et ont un effet calmant. Ça a un effet sur le système nerveux. Donc là, dans cette étude, on nous parle de plus de 6000 flavonoïdes. On en avait 10 000 dans l'autre. On nous reparle de quercétine comme composant actif. Alors, là, on peut voir les sous-classes de flavonoïdes, donc flavone, flavanone, flavonol, isoflavone, flavane 3-ol, anthocyanidine. Et donc ces différentes sous-classes vont avoir possiblement des propriétés différentes. C'est en fonction de l'endroit où... c'est la structure 3D de ces molécules qui fait que ces molécules vont avoir des effets différents. Alors, un peu de détails là-dedans, on va aller directement à la conclusion.
Alors, on parle de la sous-classe flavone, qui va interagir avec le récepteur GABA, produisant sédation, anxiolytique et anticonvulsif, donc des effets dans ces domaines-là. Et donc, il y a beaucoup de flavonoïdes qui sont des inhibiteurs de MAO-A1B, à creuser dans le détail ce que c'est, mais ça agit en tant qu'antidépresseur ou anti-Parkinson. Et donc, en conclusion, avec ce background, il est plausible que votre diète influence votre santé et votre humeur. Et donc, c'est là où il faut faire la différence entre certaines plantes et les plantes médicinales qui vont avoir des effets particuliers. Bon, on arrivera peut-être à la conclusion que toutes les plantes ont un effet plus ou moins médicinal, mais certaines ont été identifiées dans cette étude. Voilà, et donc c'est la conclusion en bleu d'ailleurs. Avec le temps, l'humanité a trouvé des produits venant des plantes qui pouvaient être consommés comme étant de la nourriture ou d'autres qui sont utilisés à des fins médicinales. Alors ensuite, passons en 2013, Scientific World Journal, Chemistry and alors les activités biologiques et chimiques des flavonoïdes, une vue générale. Donc nous sommes en 2013, et donc c'est là où on a des activités antioxydantes sur les radicaux libres, problèmes de cœur, prévention de problèmes de cœur, problèmes de foie, anti-inflammatoires et anti-cancer. Voilà, donc en fait, on récupère les propriétés des plantes et on les utilise. Et là d'ailleurs, on retrouve l'histoire de chélation de métaux qui peut être cruciale en termes d'activité oxydante. Alors, donc là on va voir la liste des différentes classes qu'on avait déjà vues. Et ici, on va avoir une petite liste d'exemples. Voilà les plantes médicinales qui contiennent des flavonoïdes. Première ligne, aloe vera. Alors ça, l'aloe vera, c'est une plante miracle, et notamment pour la peau. C'est un réparateur de peau impressionnant. Et après un coup de soleil, par exemple, c'est d'une efficacité assez incroyable. Mais passons. Donc là, on va avoir le flavonoïde lutéoline. Et voilà toute la liste. On va retrouver différentes plantes. Alors, la passiflore, menthe, citron, et le flavonoïde associé. Alors, on a vu passer la quercétine, dont on a déjà parlé, et le genistein, pour ses propriétés mentionnées. Très bien. Alors ensuite, nous avons activité antioxydante, avec son activité anti-radicaux libres, étant donné que ça récupère les molécules de métaux. Donc là, on nous dit que ça fonctionne au niveau de la protection du foie et le traitement des dysfonctions hépatobiliaires, des problèmes de digestion. Intéressant. Activité antibactérienne, d'accord. Là, on nous parle de downregulation of mutant P53 protéines. Donc ça, c'est activité anti-cancer. Et donc les flavonoïdes ont un effet sur cette protéine P53 et donc ça fait une inhibition de la production de protéines qui posent problème dans les lignées cellulaires qui ont des soucis, incluant le cancer du sein, la leucémie et le cancer du côlon. D'accord? Alors,
une consommation plus élevée de phytoestrogènes, incluant des isoflavones et autres flavonoïdes, ont montré une protection contre le risque de cancer de prostate. Ok. Alors voilà. Hop là. Microbial. Production of flavonoïdes. Alors il est intéressant de constater que certains prokaryotes ou eucaryotes, comme Escherichia coli, dont on entend parler de temps en temps, sont des producteurs de flavonoïdes. Ça peut être intéressant de creuser ce côté saprofite éventuel, ou alors ça sera utilisé de manière industrielle, pharmaceutique, pour fabriquer des médicaments. Alors en conclusion, la prévention et la guérison de maladies en utilisant des phytochimiques, et spécialement les flavonoïdes, sont bien connus. Alors c'est plus utilisé dans les pays en cours de développement. Et donc, maintenant toute la question est comment produire ces flavonoïdes d'une manière pharmaceutique. Alors nous sommes en 2013, Scientific World Journal. 2016, Journal of Nutritional Science, Flavonoids, an Overview. Alors, on nous rappelle les propriétés, d'où viennent les flavonoïdes. On nous dit qu'on sait que c'est efficace contre beaucoup de choses étant donné le large spectre de l'activité biologique. Et alors maintenant, il faut s'intéresser aux molécules, comprendre comment elles fonctionnent et voir quelles sont les applications potentielles en termes industriels. Très bien. Hop là. Alors ici, on a table 1, les flavonoïdes, leur classe et leurs sources diététiques, et toutes les études associées. C'est intéressant, donc on va avoir la quercétine, c'est donc un flavonol, et la source, ça va être des végétaux, fruits, boissons, épices, soupe, jus de fruits. Alors l'oignon, et l'oignon rouge encore plus, c'est une source reconnue de quercétine. Et donc là ici, vous avez les différents liens. Et donc si c'est le flavonoïde quercétine qui vous intéresse, ici vous allez avoir 4 études sur le sujet. Alors on va avoir le rutine, qui est un flavonol aussi, et puis après on va avoir différentes classes qui vont être citées. Alors on peut avoir le naringénine qui vient du raisin, et autres le myricétine, un flavonol encore. Les flavonols ont l'air d'être une classe très efficace dans les flavonoïdes. Et on trouve ça dans les myrtilles par exemple. Le lutéoline. La pidgénine connue aussi, qu'on trouve dans le chocolat. Information intéressante. Et on voit aussi lutéoline, on voit l'origan. L'origan, excellente source de carvacrol, qui pour le coup est un terpène, et dont les propriétés sont très intéressantes. Très bien. Alors, activité anti-inflammatoire, ça on le sait. Allons voir la conclusion. Alors en conclusion, donc on nous dit qu'il est important de faire beaucoup de recherches parce que ça a l'air d'être très efficace contre les maladies chroniques et ou aiguës, mais que c'est un monde complexe, étant donné que quand vous mangez un oignon, il y a plusieurs flavonoïdes, peut-être des terpènes, des choses comme ça, des alcaloïdes, je ne sais, qui vont avoir des effets différents, et donc arriver à isoler la molécule pour dire que c'est bien cette molécule qui est efficace, c'est très compliqué, et donc il faut faire plus d'études, et il est difficile de faire des recommandations précises sur ce sujet.
Alors c'est une approche pharmaceutique industrielle. Après, quand on parle des propriétés thérapeutiques de l'ail, évidemment, vous allez éviter de manger 2 kilos d'ail tous les jours. Ça risquerait de vous embêter un peu, mais je pense que naturellement, vous y arriverez. Alors ensuite, 2020, molécules, ça tombe bien. Flavonoïdes importants et leur rôle comme agent thérapeutique. Molecules. Donc on nous rappelle les propriétés anti-cancer, antioxydants, anti-inflammatoires. On nous parle de neuroprotection et de cardioprotection. Ça dépend du type de flavonoïde. Le mode d'action n'est pas toujours le même, évidemment, et sa disponibilité naturelle. Et ça coûte pas cher. Et ça a des activités biologiques significatives. Voilà, très bien. Et leur efficacité a été prouvée pour une variété de maladies. On a déjà parlé de quelques-unes. Alors, toujours cette structure carbone, hydrogène, oxygène. Voilà. Alors, flavonoïdes avec les propriétés anti-cancer. Donc ça ici dans ce document, on va avoir un petit peu plus de détails sur quels sont les flavonoïdes qui ont telle ou telle activité. D'accord, on voit passer la prostate, on voit passer les ovaires, donc la quercétine qui vient des oignons, a des propriétés anti-cancer au niveau des ovaires. Activité antioxydante. Là, des flavonoïdes, donc le tableau avec cette activité antioxydante. Alors, on nous parle de polyphénol, de terpénoïdes, de triterpénoïdes, de tanins aussi. Tout ça, ce sont des composants actifs, les saponines, à creuser. Il y a aussi les anthraquinones. Enfin, les quinones de manière générale, il me semble. Enfin, voilà. Alors, donc ici, on parle d'utiliser les flavonoïdes naturels pour synthétiser des dérivés et donc encore fabriquer des médicaments. Alors, flavonoïdes ayant des effets cardioprotecteurs. D'accord. Là, on retrouve le rutine qui a été mentionné précédemment et quelques autres. Et on a aussi parfois la précision, une différence entre racines et feuilles. Effet sur le système nerveux, prévention d'Alzheimer, toujours avec les études associées qui leur permettent de discuter de ce sujet-là. Alors, tableau avec des effets anti-Alzheimer. On retrouve quercétine, myricétine. Voilà. Donc là, on peut voir que cette étude est une énorme référence. On est déjà à plus de 183 plus de 180 dans les références d'études. Et voilà. Et on a le mécanisme de ces éléments phytochimiques qui sont décrits. Donc la quercétine qui réduit la douleur neuropathique. Stroke prevention. Là, on est sur la prévention d'attaque. Et donc là, on va avoir les chalcones. C'est encore une sous-classe. Là, ici, on a des propriétés contre les problèmes du nerf sciatique. Et on retrouve le génistein avec une étude associée. Voilà, là, on va retrouver rutine avec des propriétés pharmacologiques anti-inflammatoires, antimicrobiennes et anti-cancer.
Donc là, on a un peu de détails et toujours des études associées. Alors, l'activité anti-inflammatoire. Voilà, donc là on retrouve naringénine, quercétine. On va retrouver la bergamote que je n'ai pas mentionnée, mais que j'ai vu passer tout à l'heure. Les cytokines qui ont été mentionnées dans d'autres vidéos sur cette chaîne, qui sont a priori, semble-t-il, responsables d'activités pro-inflammatoires, et donc réduire ces cytokines nous fait du bien, manifestement. Alors ici, on va voir les propriétés anti-malariales. Alors, la malaria est causée par un parasite, Plasmodium. Et donc là, on va voir la liste des... Enfin, on peut comprendre que les flavonoïdes ont une activité anti-parasitaire. Et si on inclut les micro-champignons dans la classification parasite, c'est intéressant de constater une synergie. Alors, allons voir antimicrobial activities, antifungal. Alors, propriété antifongique. Voilà, je venais d'en parler. Et donc, on nous dit que les champignons développant des effets de résistance face aux agents antifongiques actuels, il est intéressant de constater que les flavonoïdes ont ce type de propriétés. Alors là, on va passer Artemisia sacrorum, c'est une plante. L'Artemisia annua est bien connue à Madagascar. Et il y a une autre forme d'Artemisia, mais je me rappelle plus le nom complet, et c'est l'absinthe. Voilà, ce sont des plantes qui sont cousines. L'absinthe d'ailleurs qui est appelée wormwood aux États-Unis pour ses propriétés anti-vers. Et donc là on voit apparaître Candida albicans biofilm. Alors les biofilms c'est le mode d'installation des micro-champignons sur les tissus, enfin dans votre corps, et nettoyer les biofilms, ça permet de bouger les micro-champignons. Alors Candida albicans, on en parle déjà pas mal sur cette chaîne, et il y aura une capsule dédiée aux flavonoïdes et à Candida albicans, et autres petits micro-champignons éventuels. Alors, conclusion, faites encore des recherches, creusez, le potentiel est énorme, il faut avancer. Très bien. Alors 2022, métabolites. Et donc là, on apprend que les flavonoïdes ont aussi une activité anti-toxoplasma et anti-cancer. Alors toxoplasma, donc Toxoplasma gondii, un autre parasite dont l'action principale semble être sur le cerveau et qui contamine une bonne partie, si ce n'est probablement presque la totalité du monde du Western World. Et donc il est intéressant de voir si il y a un effet. Alors, conclusion. Il y a bien un effet et ils ont identifié certains composants qui avaient plus d'effet que d'autres. Et on nous parle de Docking Score. Donc ici, le but est de créer le médicament le plus efficace pour le commercialiser, probablement. Alors 2022. Oups là, molécule. Molécule. Donc ici, on va avoir potentiel anti-inflammatoire, les flavonoïdes, Euriview. Donc ça ici en 2022, on est toujours à dire qu'il y a une activité antioxydante et anti-inflammatoire. Et donc aussi, on nous parle de coronavirus, donc Covid-19, on nous parle
de l'inflammation liée au Covid-19, donc ça va réduire l'inflammation. L'inflammation de l'intestin. Alors, l'intestin irritable, il y a une vidéo aussi sur cette chaîne qui en parle, et notamment le lien entre l'intestin et le cerveau. Notion très importante. Alors, les problèmes pulmonaires, l'arthrite, Alzheimer, problèmes cardiovasculaires, artérosclérose et cancer. Alors, allons voir ici. On va voir les classes de flavonoïdes. Voilà, et quelques exemples. Donc, on peut toujours voir cette structure en carbone, hydrogène, oxygène. Les différentes sources selon les classes. Très bien. Donc ça, on reconnaît certaines choses. Il y en a des nouvelles pour ceux qui aimeraient creuser le sujet. Alors, il y a plus de 5000, 10 000, voire 20 000 flavonoïdes différents. Donc, peut-être pas se lancer dans l'étude de tous les flavonoïdes, il y en aurait pour un bout de temps, mais identifier les plus connus, et ça, j'ai envie de dire que il y a des pistes qui sont intéressantes, c'est-à-dire, regardez ce que vous avez l'habitude de manger historiquement comme fruits ou végétaux ou légumes, ou quelles sont les connaissances dans le domaine, et après, on identifie le flavonoïde associé, et on reconnaît ses propriétés. Donc on avait parlé des couleurs, c'est aussi le goût. Il va y avoir une influence sur le goût. Donc anti-inflammatoire. Mode d'action. Alors là, on va retrouver quelques flavonoïdes qu'on connaît, notamment quercétine en première ligne, et les activités identifiées associées. Apigénine, d'accord. Lutéoline, on en parlait. Genistein, rétine, et autres, à creuser. Alors, cardiovasculaire, diabète de type 2. D'accord, donc l'activité anti-inflammatoire des flavonoïdes montre un effet protecteur contre les désordres induits par le diabète. Alors, effet des flavonoïdes sur l'arthrite rhumatoïde, problèmes neurologiques, dégénération rétinale, problème de l'intestin irritable, traitement du cancer. Alors là, on voit qu'il y a pas mal d'études sur le sujet. Désordre pulmonaire, parce qu'à chaque fois, on a le détail des effets de ces flavonoïdes, les études associées. Et là, on nous parle de Covid-19 aussi au passage. Est-ce que le Covid-19 serait éventuellement, potentiellement, un micro-champignon aérien? C'est un des spores qui se balade à l'automne? Question ouverte. D'accord, chapitre 16, donc flavonoïdes avec des tests faits sur les humains. Et donc en conclusion, oui, les flavonoïdes peuvent être une option de traitement pour beaucoup de désordres métaboliques, incluant les problèmes, les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénérescentes, des problèmes pulmonaires, incluant Covid-19 et maladies post-Covid. Bon, à confirmer. Et pour finir, on manque d'études et il faut savoir comment récupérer ces fameux flavonoïdes. Alors une avant-dernière étude sur la quercétine qui inhibite Toxoplasma gondii. Ça inhibite la prolifération des tachyzoïdes. Ce qui fait partie du cycle de vie de Toxoplasma. Donc ce serait intéressant. En conclusion, la croissance des tachyzoïdes
a été inhibée par la quercétine. Et notamment une disruption au niveau membrane mitochondriale. Et les mitochondries, c'est un sujet auquel il faudra s'intéresser. Ça se fera par ailleurs. Voilà, donc il est intéressant de voir que ce parasite, qui est un problème pour l'humanité aujourd'hui, manifestement, la quercétine le calme un peu de cette manière-là, ce qui est une bonne nouvelle. Alors pour le dernier document, on revient en 2005 sur les activités antimicrobiennes des flavonoïdes. Alors oui, nous sommes en 2005. Et donc au travers des documents qu'on a pu voir dans cette capsule, on est arrivé au fur et à mesure à cette conclusion que les sources naturelles de flavonoïdes sont intéressantes à creuser, qu'il y a un potentiel énorme en termes de pour combattre les maladies. Et bien là, on va voir qu'en 2005, on nous parlait déjà de ce genre de choses. Antifongiques, antibactériens. Donc là, en introduction, on nous dit que c'est très important et que c'est un problème global. Parce que quand on va dans les hôpitaux, par exemple, on peut avoir des infections bactériennes. Et que ces infections bactériennes sont de plus en plus résistantes face aux médicaments. Donc ça, c'est 2005. Flavonoïdes. Donc, on retrouve les descriptions qu'on a pu avoir. Pollinisateurs, c'est dans les fruits, les végétaux, là, il y en a dans la propolis aussi d'ailleurs. Donc là, on va avoir une étude sur les structures, enfin sur les sous-classes des flavonoïdes. On va avoir une liste de flavonoïdes où on retrouve pygénine, lutéoline, quercétine, c'est les deux, rutine, catéchine. Voilà, on a une belle liste. Donc déjà en 2005, il y avait des choses identifiées. Propriétés médicales des flavonoïdes, médicinales. D'accord, et là on voit l'anti-inflammatoire, l'anti-allergique, antioxydant, activité vasculaire, activité anti-tumeur, cytotoxique, ok. Et donc, on nous dit que depuis des siècles, des préparations contenant des flavonoïdes ont été utilisées par les physicians, donc docteurs, pour traiter les maladies humaines. Ok, la toxicité, bon, pas forcément extrêmement étudiée, mais étant donné que, enfin, voilà, encore une fois, faut pas manger 2 kilos d'ail tous les jours. Activité antifongique, activité antibactérienne. Alors là, on peut voir qu'il y a des études qui ont été faites sur énormément de ces flavonoïdes, ou sur les classes de flavonoïdes. Et toujours, nous sommes en 2005. Alors, on va aller voir ici la conclusion. Et donc, en conclusion, il est accepté, donc nous sommes en 2005, de manière générale que les phytochimiques sont moins efficaces contre les infections que les antibiotiques. Alors depuis, il y a eu une résistance aux antibiotiques, et puis on constate aussi que les antibiotiques, ça ne fait pas dans le détail, en fait. Ça nettoie tout. Donc ça enlève ce qui est néfaste pour nous, mais ce qui est bénéfique aussi. Probablement à confirmer, toujours. Et donc là, on nous dit que les flavonoïdes, ça représente un espoir, et que la question se pose de comment synthétiser cet espoir. Voire même aller jusqu'à des manipulations génétiques pour améliorer le côté actif de l'activité antimicrobienne des flavonoïdes. Donc en 2005, on avait déjà une bonne visibilité sur l'activité de ces flavonoïdes, et il y avait déjà une littérature existante. Voilà, c'était donc cette capsule sur les
flavonoïdes. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre écoute.